Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Salut, alors on se retrouve sur La Traversée et aujourd'hui j'ai la chance, l'honneur, le privilège, je disais, d'être avec Raphaël Defoucault. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire qui tu es? Alors, qui je suis? Alors, je crois que la chose qui me caractérise le plus, c'est la créativité. Je suis une personne, j'ai horreur de la routine. En fait, j'aime que les choses changent. Et puis, il y a autre chose qui me passionne profondément, c'est l'humain. Parce que je trouve que chaque personne est bonne et que ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le bon en chacun et de le faire émerger. Et c'est vraiment mon inspiration, c'est ma motivation. Et du coup, j'y suis arrivée en tant que thérapeute dans les accompagnements que je pouvais faire. Je me suis rendu compte que les gens venaient souvent me voir, même presque toujours me voir, ils ont un problème de communication. Donc, comment régler ces problèmes de communication? Et là, j'ai cherché et je me suis dit, je suis aussi très influencée par toutes les études sur le bonheur. Je suis praticienne en psychologie positive et je me suis rendu compte que si toutes ces personnes, elles avaient eu des petits outils tout simples au début, peut-être que la situation ne se serait pas cristallisée et que les choses n'auraient pas été si compliquées quand ils arrivent pour me voir. Parce que c'est vrai que quand on vient voir un thérapeute, souvent on vient le voir quand la situation est un petit peu plus ennuyeuse, un peu plus grave, un peu plus lourde qu'avant. Et du coup, en travaillant, en cherchant, j'ai voulu créer des outils qui permettent de pouvoir créer du lien, favoriser le lien. Et j'aime beaucoup dire que le lien, en fait, c'est comme des mailles. C'est comme les mailles d'un filet, c'est comme les mailles d'un pull. Plus le lien va être étroit, plus il va y avoir de la complicité, et plus, en fait, les mailles, en fait, vont se resserrer. Et en fait, c'est là où le lien est intéressant, le lien est beau. Et c'est là où il apporte quelque chose, où il permet de grandir, de faire grandir la relation. Et ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Mais on peut aller même plus loin, parce que ce lien-là, on peut l'avoir aussi avec soi-même. Parce que de temps en temps, on peut avoir des mailles très larges et très lâches avec soi-même. Et l'idée, c'est d'arriver à travers les outils que je fais, que ce soit les podcasts, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est très intéressant et très drôle de se retrouver de l'autre côté de la barrière, moi étant podcasteuse aussi. C'est ça. Alors tu vas en parler tout à Oui, l'heure. on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, et vraiment tisser ces liens intimes qui soient avec soi-même comme avec ceux qui nous entourent. Parce qu'aujourd'hui, finalement, dans notre quotidien, on est happé par beaucoup d'organisationnels. On est happé par la maison, les enfants, le boulot. Et puis en fait, on oublie de prendre du temps avec ceux qu'on aime et avec ceux qui nous entourent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est dommage. Et ça, j'ai envie de le réparer, le favoriser plus exactement. Ok, parce que c'est pas toujours abîmé. Mais non, bien sûr que non. Pas assez créer de lien. Exactement. Le lien n'est pas toujours, effectivement, abîmé, loin de là. Maintenant, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que on prend pas suffisamment le temps. Et ça, c'est la baseline de mon entreprise, ou du concept que je crée, que j'essaye de créer. Ça, c'est une vraie traversée, on pourra en parler. 2 minutes de bonheur pour prendre le temps d'être heureux. Et aujourd'hui, dans nos vies qui sont très rythmées, où en fait, on est très pris par l'organisationnel, on a le boulot, on a la maison, les enfants. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On oublie déjà le couple, on oublie prendre soin de lui. Et lui, il fait pas beaucoup de bruit, mais il a besoin qu'on prenne vraiment, vraiment soin de lui. Après ça, les enfants, fais tes devoirs. Est-ce que tu es à l'heure? Dépêche-toi d'aller à ton rendez-vous. Ah, t'as eu que ça comme note, ça va pas. Et puis on oublie de s'arrêter, prendre un petit peu de temps pour le dire comment ça s'est passé ta journée. Raconte-moi quel était ton moment préféré aujourd'hui.
Et tiens, si on organisait une sortie tous ensemble ou tous les deux. Et c'est ces petits moments-là, en fait, où on va se retrouver d'égal à égal, où il n'y a pas un sachant et un apprenant, mais deux personnes qui sont l'une en face de l'autre, deux petits adultes, deux mini-adultes, et c'est à ces moments-là que les choses, elles vont se créer. C'est à ce moment-là que la complicité va se créer et que justement, les liens vont se tisser. Ok, super. Alors, je voulais justement que tu reviennes. Tu m'as dit, j'ai des petits jeux de cartes. Alors, 2 minutes de bonheur, c'est ça ? Ouais. Tu peux m'en parler un peu ? Mais bien sûr. Donc, 2 minutes de bonheur, ce sont des petites boîtes que j'ai voulues toutes belles parce que pour moi, la relation, c'est un écrin. Donc, je les ai voulues belles. Elles se ferment avec un aimant. Elles sont très colorées parce que la vie est colorée. Et puis, ça fait partie d'une de mes croyances. Pour moi, la vie est belle. Donc, la couleur est quelque chose de très important. J'aime pas le noir. J'aime pas le noir et blanc. Pour moi, la vie est une couleur. D'ailleurs, ça fait partie des cartes. Je pourrais t'en poser une des cartes. Pour toi, quelle est la couleur du bonheur ? La couleur du bonheur, je sais pas, j'aurais envie de te dire arc-en-ciel. J'aurais du mal à mettre une couleur, tu vois, unique. J'aime bien le violet. Parce que le violet, c'est pour moi la transformation. Voilà, donc souvent le bonheur passe par une forme de transformation intérieure. Ça produit de la transformation. Super. Et moi, je dirais, alors je suis comme toi, spontanément, je dirais arc-en-ciel parce que justement, dans mes podcasts, quand j'interviewe des personnes, je leur pose la question pour eux, quels sont les synonymes du bonheur. Et je suis profondément frappée, même touchée, de voir qu'en fait, chacun a des réponses différentes. Donc pour moi, le bonheur, il est protéiforme, il a plein de couleurs, donc couleur arc-en-ciel. Maintenant, c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est que certains jours, le bonheur, il va être vert, bleu, jaune, rouge. Moi, aujourd'hui, je dirais qu'il est jaune, parce qu'il est lumineux. Je le vois lumineux, même si dehors, c'est pas très lumineux, mais c'est pas grave. Je le vois lumineux, jaune, chaud, chaleureux, comme l'interview qu'on a en ce moment, enveloppant. Et du coup, voilà, je le vois comme ça aujourd'hui. Alors, en fait, c'est le principe des cartes. Donc, tout est toujours positif. Ça fait émerger des émotions positives. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Alors, sans rentrer dans tout le côté des neurosciences, on le sait aujourd'hui que les neurones miroirs, c'est-à-dire ont véritablement leur importance et que créer des émotions positives, si moi j'influe des émotions positives, toi tu vas en ressentir et toi tu vas en faire influer à d'autres, etc. Donc en fait, les émotions positives, c'est contagieux. Et c'est vraiment, ça fait partie aussi d'une autre de mes motivations, c'est justement de créer ces émotions positives pour qu'elles se diffusent au maximum et puis qu'on rende le monde encore plus beau qu'il ne l'est, quelque part. Super. Et alors justement, avant d'arriver, tu me disais, parce que tu vis une partie de ton temps à Boston, ou en tout cas aux États-Unis, et que tu arrivais en France et que là, tu écoutais la radio et tu te disais, c'est tristounet, quoi. C'est plus que tristounet, parce que c'est gentil quand je dis tristounet. Et que ils n'ont pas l'air de comprendre comment fonctionnent nos neurones miroirs. Ah oui. Si, dans un sens plutôt, on va dire, j'aime pas dire négatif, mais dans un sens plutôt plus désagréable. En fait, à chaque fois, ça m'arrive, c'est quand j'arrive. Alors, s'il y en a qui nous écoutent et qui habitent à l'étranger, est-ce qu'ils ont le même sentiment que moi, qui m'écrivent pour me le raconter, parce que ça m'intéresserait. Ça commence quand j'arrive à Roissy. Quand j'arrive à Roissy, ça y est, il y a un vent d'agacement. Et les gens dans la file se mettent à râler. Je suis rentrée lundi dernier. Alors là, c'était la catastrophe. 1 heure d'attente à l'aéroport. Alors, j'ai la chance d'être dans la file des Sky Priority. Donc, j'avance normalement un peu plus vite que les autres. Mais là, ce jour-là, ça ne fonctionnait pas comme il faut. Et tout le monde s'engueulait. Oui, c'est un scandale. Je paye plus cher pour être là. Et ça ne marche pas. Alors, bon, déjà, j'ai dit, OK, mais tu peux râler, mais tu sais, tu te fais du mal à toi-même. Bien sûr. Et puis, finalement, tu t'influes des émotions négatives qui, non seulement, font ricocher avec ceux qui sont autour, et puis, ça fonctionne pas, quoi. Et puis, après ça, alors déjà, ça me fait sourire. Après ça, il y avait une dame qui essayait de me doubler dans la queue. Ouais. Je dis, mais attends, une personne de plus, une personne de moins, tu vas gagner quoi ? Peut-être 1 minute. Mais ou un coup de coude. Ou un coup de coude. Est-ce que ça va ou le risque de choper le Covid, est-ce que ça vaut le coup ? Alors, c'est vrai que j'habite aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus disciplinés là-bas. Bien sûr. Donc, ils sont les uns derrière les autres, ils attendent patiemment. À la limite, ils discutent entre eux, ils vont raconter une anecdote. Et du coup, donc très différent. Donc, ça a commencé comme ça. Lundi, c'était vraiment incroyable. Après ça, on descend au tapis, pas de bagages. Donc, il y avait tout un lot de bagages qui avaient disparu, dont les miens. Et du coup, donc, on est allé au comptoir de ma compagnie préférée.
Et là, pareil, tout le monde a recommencé à s'engueuler. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est des choses que j'avais oubliées. Et après ça, je prends le taxi. Et alors, le gars dans le taxi, lui, il aurait démonté le moral d'un régiment entier. Plus la radio qui nous racontait en boucle que on allait avoir des coupures d'électricité, que etc., etc. Mais je me dis non, mais là c'est pas possible. Et si on parlait un peu des joies, si on parlait des initiatives des uns des autres qui sont tellement merveilleuses et qui permettent de créer de la solidarité, qui permettent, et c'est ça qui manque et qui crée un entraînement positif, parce que n'oublions pas que le positif, il favorise le bien-être, bien sûr, mais il favorise aussi la créativité. Ah, je fais un lien, tiens, que j'avais jamais fait. Si je suis si créative, c'est peut-être qu'en fait, je suis vraiment très heureuse. Et en fait, et comment peut-on développer notre créativité alors que quelque chose pareil qui vraiment émerge en habitant à l'étranger, c'est combien le français, combien on a un peuple créatif, combien on est un peuple qui a la capacité de pouvoir imaginer, pouvoir regarder les choses sous plein d'angles différents. On a, mais en nous, des richesses qui sont incroyables et qui n'ont qu'une seule chose, besoin d'émerger. Alors, si tu parles de créativité, de bien-être, et puis en même temps, même si tu n'as pas évoqué, moi j'entends aussi le mot santé, si tu veux associer, quand on parle des neurones miroirs et du fonctionnement. Et je ne sais pas quels sont vraiment les liens, parce qu'il y a des gens avec qui, plus on les met dans des difficultés, et plus il y a une sorte de sursaut. Mais je pense quand même que c'est vrai que pour très peu de personnes, enfin j'avais lu une étude, je crois que c'était valable pour 5% de la population, d'avoir une capacité de résilience dans le sens premier, hein, c'est-à-dire quand j'ai un traumatisme, comment je m'en sors. Mais il y a très peu de gens qui sont vraiment capables d'aller mieux dans le moins bien, tu vois. Donc la majorité des gens vont moins bien quand ça va pas bien, quoi, tu vois. Alors il faudrait se référer à pas mal d'études. Moi je pense que d'un mal, il y a toujours un bien. On traverse tous des moments difficiles. Maintenant, c'est une chose que j'ai aussi apprise en Amérique du Nord, c'est que on va pas parler d'échec, on va parler d'expérience. Et de que quoi qu'il arrive d'un événement même traumatique qui m'est arrivé, il va me façonner. Mais la manière dont il va me façonner, ça va sortir quelque chose de beau et de bon pour moi. Et c'est la manière dont j'accompagne les personnes, c'est vraiment avec cette idée-là. Vous rencontrez une difficulté aujourd'hui, quels sont tous vos succès qui vont vous permettre de pouvoir traverser et de pouvoir gérer la difficulté que vous vivez aujourd'hui grâce à vos réussites. Et renverser les choses pour les regarder autrement, en fait, c'est ça qui nous permet de négocier les virages difficiles. Parce qu'on en a tous des virages difficiles. On n'est pas dans un monde de bisounours où la vie est un long fleuve tranquille, loin de là. Mais par contre, je trouve que j'ai fait un podcast là-dessus, justement sur la crise, et la crise, c'était la crise dans le couple. Et du coup, dans ce podcast, je disais combien est-ce qu'une crise, oui, elle est douloureuse, oui, elle est difficile. Et à côté de ça, comme toute crise, elle a la richesse d'abord de me permettre de mieux me connaître moi-même, de mieux connaître celui qui est en face de moi et de faire aussi grandir notre relation quand on s'en sort bien. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Donc les effets qu'on peut avoir à travers la crise. Est-ce que toi, tu as envie de nous parler de quelques-unes de tes traversées? Alors, on n'est pas obligé dans les crises, hein, d'accord? Mais c'est quoi une traversée qui pourrait servir à d'autres? Qu'est-ce que je raconterais? Quand j'ai démarré donc 2 minutes de bonheur, j'ai sorti un jeu qui sur l'intergénérationnel qui s'appelle 2 minutes ensemble, et puis qui au départ, je l'ai fait en hommage à mes grands-parents parce que j'ai adoré mes grands-mères. Et en fait, j'ai tellement aimé ce qu'elles m'ont appris plutôt. J'ai tellement aimé tout ce qu'elles ont pu m'enseigner, et elles m'ont façonné, que c'était une manière de leur rendre hommage et puis de permettre à d'autres personnes de pouvoir créer aussi ces liens avec leurs grands-parents. Et puis en fait, ce jeu, il a complètement dépassé ce que j'imaginais, et tout le monde de la Silver Economy s'en est emparé, et c'est devenu un outil pour les auxiliaires de vie. C'est pareil, on parlait de la santé tout à l'heure, le fait de pouvoir échanger du positif, on est en meilleure santé, on va mieux. Les auxiliaires de vie, toutes ces personnes qui ont des vies qui sont difficiles, les jeux leur remettent de l'humanité dans leur quotidien. Et puis pour les bénéficiaires, ça leur permet de sortir aussi de leurs difficultés. Ils ne sont pas regardés uniquement à travers leur corps malade,
ou leurs infirmités, ou leurs handicaps, mais ils sont regardés pour ce qu'ils sont. Et ça, je trouve que c'est très, très beau. Et du coup, je passais des concours, et il a fallu pitcher. Et du coup, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort, parce que je trouve très difficile d'apprendre par cœur et de parler avec son cœur. J'arrive pas à faire les deux, je sais pas faire. Et du coup, je m'entraînais devant la glace, puis j'avais du mal à sortir parce que je voulais parler avec ce que je suis, la personne que je suis. Et puis, à côté de ça, j'avais que 3 minutes, il faut être percutant, les mots doivent être choisis. Et du coup, bosser. Et puis là-dessus, on pitch, on gagne le concours. Super fière. Belle traversée. Difficile, mais belle traversée, issue très positive. Je rentre, j'habitais à Montréal à ce moment-là, je rentre là-bas, et puis je me dis, Raphaël, t'as quand même un peu poussé le bouchon un peu loin, j'essaie de me connaître un petit peu. Là, t'es dans une zone où t'es comme allé un peu en zone de risque, hein, et t'as besoin de prendre un petit peu de repos, parce que c'est à ce moment-là qu'il peut t'arriver un accident. Du coup, je me dis, allez Raphaël, tu te la joues cool, hein, tranquille, tu vas déjeuner avec des copines, tu te prends un après-midi tranquille, le lendemain matin, je me la joue vraiment super tranquille, je petit déjeuner au lit, machin et tout. Et puis le soir, on sort avec des amis, et puis je descends d'une voiture, et puis j'ai la cheville qui vrille, et crac, et je me casse la cheville. Bon, je te laisse imaginer les détails. Au Québec, tout est un petit peu plus compliqué là-bas, et je me retrouve 6 semaines immobilisée avec la patte en l'air. Pour quelqu'un qui est dynamique comme moi, qui ne sait pas tenir en place, je me suis dit... C'est un arrêt un peu long. C'est un arrêt un peu long. Donc, comment va-t-on faire ? Et puis, devenir complètement dépendant aussi. Donc, mon mari est obligé de me doucher. Je peux plus faire la cuisine, alors j'adore cuisiner. Enfin, bon, bref. Donc, un peu compliqué. Accepter que les autres te prennent en charge, s'occupent de toi. Et puis là, je me suis dit, bon, va falloir remettre à profit tout ce temps. Que vais-je faire ? Et puis, je me suis mise à réfléchir. Et puis, c'est là où ma créativité m'a aidée. Je dis, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et là, je me suis dit, en fait, mes 2 minutes de bonheur, j'ai envie de les faire bouger, évoluer. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire un livre qui va s'appeler 2 minutes de bonheur et qui va pouvoir être posé sur le canapé de chacun. Et puis se dire... je le prends, et puis là je vais vivre 2 minutes de bonheur sur une thématique, la fantaisie, la joie, l'émerveillement, le pardon, la créativité, etc., le sourire. Et puis s'arrêter, puis de voir ça sous plein d'angles différents, parce que ça c'est aussi un petit peu ma marque de fabrique. En fait, j'aime bien parler des thèmes sous plein d'angles différents, sous un angle à la fois scientifique, sous un angle littéraire, sous un angle de témoignage, et pouvoir aborder ces thématiques-là. Et du coup, j'ai imaginé ce livre. Et ce livre, il va voir le jour, là, pour dans quelques mois. Et du coup, je suis très heureuse que, en fait, cette traversée m'a permis de pouvoir conscientiser ce qui était important pour moi. Et puis, de ce que j'avais aussi envie de transmettre. Ça m'a permis peut-être de faire une pause que j'avais besoin de faire aussi dans le développement de mon entreprise. Et puis, parce que ça, c'est mon père qui m'a toujours dit, dans une phase de croissance, il faut savoir accepter les phases de stabilisation. Et ces phases de stabilisation, vu mon tempérament toujours très dynamique, ne sont pas forcément faciles. Et en fait, là, la vie me l'a offert ou imposé. Enfin, chacun le prend comme il a envie de l'entendre. Mais en tous les cas, ça a été une phase qui a été bénéfique parce qu'elle m'a permis de me poser. Oui, il y a des fois, on a des cadeaux, on ne les comprend pas tout de suite. Ah, ça c'est clair. Pour autant, c'est quand même des cadeaux. Et ce sont quand même des cadeaux, absolument. Des traversées, il y en a tellement. Je dirais, d'un point de vue personnel, c'est pareil. Là, le fait de partir habiter à l'étranger, c'est pas toujours évident. C'est pareil, je trouve que des traversées, en fait, tu m'y fais mettre des mots. C'est des moments où, en fait, on sort de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours agréable. C'est pas toujours confortable, on va dire. Mais en fait, j'aime bien faire la dissociation entre la zone d'audace et la zone de risque. Et tant qu'on est en zone d'audace, c'est bien. On va plus loin. Et puis, on essaye de faire taire ses peurs. Parce que souvent... Souvent, en fait, ce sont les peurs qui nous freinent. Et dans la zone d'audace, on les fait taire, peut-être qu'on de temps en temps, on les rationalise en se disant, parce que nos peurs, elles sont souvent assez archaïques, en fait, elles viennent de loin. Et du coup, on les fait taire, et puis on avance, et puis on crée, on imagine. Et en fait,
C'est ça qui fait profondément grandir et c'est ça qui est la source d'immense joie. Par contre, attention d'aller en zone de risque. Parce que en zone de risque, c'est dans ces zones-là où on va prendre des décisions qui vont peut-être ne pas être très raisonnables ni raisonnées et qui peuvent, par cascade, entraîner d'autres décisions qui, en fait, amènent dans une espèce de tourbillon qui peut être assez négatif. Et j'ai entendu aussi peut-être dans des zones de fragilité. Absolument, clairement. Et c'est là où le corps peut nous aider de temps en temps et nous rappeler qu'il faut qu'on s'arrête ou absolument. Il ne faut pas qu'on aille plus loin. Exactement. Mais il y a quelque chose qui me tient aussi très à cœur et du coup, tu l'amènes un peu là, c'est la vulnérabilité. Ça, mon mentor, c'est une Américaine qui s'appelle Brené Brown et que j'adore. On dit qu'on n'adore pas les gens, mais j'aime tellement ce qu'elle fait, ça me parle tellement. Et aller toucher sa vulnérabilité, oser l'accepter, parce que ça, c'est pas forcément évident. On n'est pas toujours élevé non plus comme ça, en disant sois fort, tous ceux qui sont guidés par ça, sois fort, ne te plains pas, avance, quoi qu'il arrive, faut que tu t'en sortes, les solutions, on les trouve toujours. Oui, mais de temps en temps, on oublie qu'on n'est pas seul. Et que souvent, on a envie de régler toutes ces affaires soi-même et qu'on oublie qu'il y a des personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas et que du coup, ils vont régler nos problèmes peut-être ou nos difficultés bien plus vite. D'ailleurs, quand j'ai eu mon accident, heureusement que j'ai eu un chirurgien pour me réparer la jambe, qui m'a opéré et qui m'a mis mes vis, parce que seul, j'y serais pas arrivée. Donc, l'importance du lâcher-prise, l'importance de sortir du contrôle, l'importance d'oser laisser la place à l'autre. C'est une manière aussi d'ouvrir son cœur, d'ouvrir, et ça, je trouve que c'est des choses qui sont profondément importantes. Oser se laisser façonner par l'autre aussi. Oser se faire aider. Oui. Ouais. Et donc, dans la vulnérabilité, demander de l'aide, pour certains, c'est être vulnérable. Absolument. Ou même, voire plus, redevable. Redevable, absolument. Et que ça peut être même très compliqué. Parce que l'autre, il va peut-être pas faire comme moi j'ai envie. Et puis peut-être qu'il va faire différemment, mais que ça me plaît pas. Et ça, combien de fois je le vois, notamment dans les couples où il y en a un des deux qui part faire les courses et qui revient jamais avec ce qu'il faut, ou pas avec les tomates qui ont la taille qu'on avait envie ou qu'on projetait. Et du coup, c'est ça qui crée aussi des difficultés. Mais le fait d'accepter de se faire aider, c'est accepter que l'autre soit différent de soi et qu'en étant différent de soi, il va peut-être faire différemment. Le résultat pourra être le même, mais par contre, le chemin pour y aller peut être différent. Et ça, c'est riche. Et en fait, c'est dans mes podcasts, Bulle de Bonheur, c'est ça que j'essaye de démontrer. J'essaye de proposer, il y a une des rubriques qui s'appelle Changement de regard, et c'est ça, c'est proposer un changement de regard. Souvent, et ça c'est pareil, les neurosciences l'ont très bien expliqué, on a des autoroutes dans la tête. Pour aller de A à B, je fais toujours le même chemin. Quand je vais au boulot, qu'est-ce que je fais ? Je prends toujours le même chemin. Est-ce que je change parfois ? Non. Donc c'est comme une autoroute. Et que j'oublie de regarder ce que j'ai autour de moi. Et si de temps en temps je changeais un petit peu, ça c'est pareil, je reviens au fait que j'aime pas trop la routine. Et si on changeait un peu de chemin ? Parce que là, on va peut-être lever le nez, et puis on va peut-être voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui vont venir m'enrichir. On va peut-être rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et du coup, ça, c'est intéressant. Alors, je suis un flâneur, donc je pratique beaucoup le fait de changer de chemin. Même des fois, mon danger, ça serait de ne pas arriver à l'heure parce que je m'occupe trop de changer de chemin. Alors, j'avais envie de te poser une autre question dont on a vaguement évoqué le sujet tout à l'heure, qui était concernant la créativité. Tu m'as dit à la fois, voilà, mon talent ou mon énergie première, elle est autour de la créativité. Puis la deuxième chose, c'était d'envisager, et je pense que ça peut avoir un lien direct, d'envisager que l'homme est bon, que l'humain est bon ou beau. Et je voulais que tu me parles un peu du beau et du bon. Ah, super. Alors, vraiment, j'adore ça. Le beau et le bon, c'est... En fait, de toute chose, il y a toujours un revers d'une médaille. Maintenant, c'est moi qui peux choisir que le côté que j'ai envie de regarder. Oui, je pourrais trouver chez n'importe quelle personne qui est en face de moi des choses qui sont négatives, bien sûr, parce que personne n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Et je peux aussi choisir de voir la personne autrement et de la voir de ses bons côtés. Et en quoi va-t-elle, toute personne que je rencontre et qui est en face de moi, je me dis, mais
en quoi cette personne va-t-elle pouvoir m'enrichir ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'elle va m'apporter, qu'elle va m'apprendre, qu'elle va me communiquer ? En quoi cette personne va venir m'enrichir ? Et là, du coup, les dialogues deviennent complètement différents parce que je reviens de cette notion d'être d'égal à égal. Du coup, il y a quelque chose une simplicité qui s'instaure, une authenticité aussi. Ça fait partie des valeurs très fortes chez moi, c'est l'authenticité. J'aime les discussions authentiques, j'aime qu'on puisse parler sans frein, sans faux semblant. Pas pire pour moi que le mensonge. C'est même quelque part quelque chose qui me met même en colère. Et du coup, à partir du moment, et là on revient à nos petits neurones miroirs, le fait d'avoir, en tous les cas moi, je me rends compte, le fait d'être authentique dans les relations que je peux avoir avec les gens, souvent les personnes qui sont en face de moi sont authentiques. Donc qu'est-ce que je vois ? Je vois le beau et je vois le bon. Donc waouh, génial. Pour autant, est-ce que tu penses qu'on peut toujours être en vérité ? Je prends d'accord, le mensonge et la vérité ne sont pas toujours les opposés, quoi. Et est-ce qu'on peut toujours être en vérité ? Alors, j'ai pas dit en vérité, j'ai dit en authenticité. D'accord, c'est moi qui te pose la question. Ah oui, ouais. Non, j'ai dit en authenticité. C'est-à-dire que d'être en lien, je pense que être unifié entre son corps, ses émotions et ses valeurs, c'est-à-dire son mental, pour moi, quelque chose d'essentiel. Si je commence à me couper, soit de mes valeurs, ou soit de ce que peut ressentir mon corps ou mes émotions, il y a un moment, je vais me sentir écartelée. Combien on peut avoir autour de nous, ou combien moi j'entends aussi. Alors c'est vrai que je reconnais que dans mon cabinet, j'entends que des personnes qui viennent parce qu'ils ont des difficultés se coupent. Et en fait, ils sont quelque part, dissociés, le mot est trop fort, mais il y a leur corps qui parle, et puis leurs valeurs qui disent autre chose. Il y a une forme de dissociation quand même. Oui, mais ils ne comprennent pas ça pour un problème psychiatrique. Non. Et du coup, je dirais ça plutôt un écartèlement. On se sent comme écartelé, donc où on se sent avec pas son costume. Et il y a un moment, ça craque toujours. Ça peut souvent craquer. D'accord. Et les personnes que j'accueille et que j'écoute et qui sont dans ces moments où en fait ce costume craque, j'ai envie de leur dire, mais allons regarder justement quelle est cette personne qui a derrière ce costume, et puis on va ensemble aller fabriquer le costume qui vous va, parce qu'on a... on met forcément des vêtements, on ne peut pas être nu, c'est pas possible, mais quelque chose qui nous convient, qui soit à notre taille, qui nous aille, qui n'est ni trop ni pas assez. C'est-à-dire que de temps en temps, on a envie d'être en paillettes parce qu'on veut briller, et puis de temps en temps, on a envie d'être... Il y en a certains qui s'habillent en loques, alors que derrière, ce sont des gens qui sont pétillants et lumineux, et puis d'autres qui sont en paillettes, et derrière, ça cache peut-être quelques fragilités. Qui ne sont pas forcément dites ou qui n'osent pas être dites. Du coup, c'est là où c'est très, très intéressant d'aller regarder. Alors maintenant, si je reviens à ta question, non, toute vérité n'est pas bonne à dire. J'ai mis longtemps à comprendre ça. Parce que pour moi, je confondais justement authenticité et vérité. Donc, je suis authentique, donc je dis la vérité. Mais non, tout n'est pas bon à dire. Et puis ça, en étant thérapeute, on comprend assez vite. C'est-à-dire qu'on accompagne les personnes sur leur chemin. Et du coup, moi, ce que j'arrive à percevoir, la personne n'en est peut-être pas encore là. Elle a son rythme à elle. Et que ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est savoir respecter le rythme de chacun. Donc, toute vérité, non, n'est pas bonne à dire. Mais pourtant, l'authenticité dans la relation est importante. Super. Et je voulais... c'est un mot aussi qui est, à mon avis, souvent pas bien compris. Tu viens d'utiliser le mot rythme. Et dans un monde qui passe son temps à accélérer, je pense que souvent, la notion de rythme n'est pas comprise. Ça, j'ai fait un podcast là-dessus que j'avais adoré. On est, quoi qu'il arrive, nous-mêmes rythmés. Puisqu'on dort, on est réveillé. Il y a des saisons, des années, des marées, la lune. On est rythmé aussi par des fêtes, qu'elles soient religieuses ou laïques. Donc en fait, on a besoin de rythme. Parce que ce rythme, c'est celui qui va nous aider à nous repérer. Et ça, c'est indispensable. Donc ça, c'est très important. Maintenant, le mot qui oppose, qu'il ne faut pas confondre, c'est rythme et routine. Le rythme est indispensable pour se repérer, pour être à soi, pour se comprendre aussi.
Maintenant, la routine, peut-être plus nocive, dans le sens où, quand on est dans une routine, alors certaines routines sont bien sûr indispensables, parce que si je me posais la question à chaque fois que je prends une brosse à dents, de savoir à quoi servait la brosse à dents, ça serait un petit peu compliqué. Donc je fais des choses par habitude, me laver les dents le matin, le soir, après chaque repas. Ça, ce sont des routines. Et ces routines-là, elles sont bonnes. Maintenant, il y a des routines qui sont moins bonnes, qui sont celles de celles qu'on va appeler le métro boulot dodo. J'en parlais tout à l'heure par rapport au couple. L'ennemi du couple est clairement la routine. L'ennemi dans un job est aussi la routine. Il y a des choses qu'on va faire par automatisme et qui sont bonnes, mais par contre, on a besoin des petits grains de fantaisie. Et que ces petits grains de fantaisie, ils sont tellement indispensables à notre quotidien. Donc offrez-vous, alors là, tous ceux qui nous écoutent, offrez-vous aujourd'hui un moment de fantaisie. Alors le moment de fantaisie, ça peut être, je prends pas le même chemin quand je rentre du boulot, ça peut être... Je m'arrête boire un cappuccino, donc je rêve et que je n'ose pas m'arrêter dans la boulangerie qui est au pied. Je vais appeler un bon copain, une bonne copine, histoire de passer un bon moment. Je m'offre un massage, je prends un bain, je prends une douche chaude pendant des heures. Voilà, offrez-vous un moment de fantaisie chaque jour. Et ça fait vraiment partie des choses que je trouve super importantes. Quel est je sais pas si tu as envie de nous partager un moment de fantaisie qui t'a particulièrement aidé, ressourçant? Alors, j'ai un mari très attentionné et qui 2 fois par an m'invite dans un restaurant surprise pour mon anniversaire et pour notre anniversaire de mariage. Et en fait, ces moments de fantaisie, il n'y a pas d'idée comme waouh, c'est presque plus que de la fantaisie, ça pourrait dire que c'est presque une routine, puisqu'on est mariés depuis 30 ans, donc chaque année 2 fois par an. Donc, en fait, ces moments de fantaisie, pour moi, sont hyper importants. C'est le moment où, ces 2 moments dans l'année, on va se retrouver. Je les attends, je me prépare, je me fais belle, mais je ne sais pas où je vais. Je suis tel Cendrillon qui part au bal. Et du coup, je trouve que c'est super. Et vraiment, ça m'aide. Ok. Donc, garder de la fantaisie, garder de l'imprévisible ou de la surprise. Il y a des gens pourtant qui n'aiment pas la surprise. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, j'ai envie de leur poser la question, qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas la surprise? Parce qu'il peut y avoir plein de raisons, elles sont multiples. Il peut y avoir des personnes qui ont envie de pas mal contrôler et de se dire, donc moi j'ai besoin de savoir tout ce qui se passe parce que comme ça je suis rassurée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous besoin de sécurité. Et je pense souvent, sans vouloir avoir des propos genrés, la femme, je dirais dans 80% des cas, la femme, c'est un peu son talon d'Achille, ça va être la sécurité. Elle a besoin de cette sécurité, qu'elle soit affective, qu'elle soit financière, qu'elle soit à tous les niveaux. Et du coup, quand on se sent en insécurité, notre premier réflexe, c'est de chercher à contrôler. Et de ce fait-là, souvent, quand on n'aime pas trop les surprises, c'est que on est peut-être un peu contrôlant. Et puis, la surprise, c'est vrai qu'elle nous emmène sur un territoire qu'on ne connaît pas, c'est pareil, elle nous sort de notre zone de confort. Donc, elle peut nous emmener en zone d'audace. Donc, c'est pareil, j'ai envie de dire, mais oser. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas oser en faisant quelque chose d'énorme, mais oser par une petite chose qui peut être la fantaisie. C'est, allez, je fais un peu attention à ma ligne, mais je m'offre aujourd'hui un petit croissant aux amandes parce que, waouh, c'est trop sympa. Et après ça, c'est se rappeler du plaisir que ça a provoqué, à la fois dans ses émotions, mais aussi dans son corps. Parce que c'est ça qui fera qu'on recommencera. C'est se rappeler le bien-être que ça a pu créer en soi. J'étais un fou furieux des croissants aux amandes, moi aussi. Et je me rappelle quand j'étais enfant, c'était mon truc, ça. Croissants aux amandes, ma mère nous offrait ça. Et il y en avait un, la boulangerie du coin, elle faisait ça avec une frangipane de temps en temps. Oh là là. Oh, c'est juste pour les femmes l'horreur, quoi. C'est la bombe calorique, quoi. Mais bon, c'est quand même vachement bon. Je suis pas sûr que ce soit que pour les femmes la bombe calorique, mais j'entends ce que tu dis. Donc s'offrir des moments de fantaisie, aller jusqu'aux croissants aux amandes de temps en temps. Ouais. En tout cas, agiter nos papilles gustatives, ça peut être aussi un bon sujet. Donc je voulais revenir sur la notion de l'environnement positif, de qu'est-ce qui fait que la psychologie positive peut nous aider à traverser ou à mieux traverser.
Mais justement, c'est ce que j'aime dans la psychologie positive, c'est pas le monde des bisounours. On n'est pas là pour dire que de toutes les manières tout va bien, la vie n'est que de faire de belles choses. Non, on a tous des traversées, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, ce que je trouve très intéressant, c'est d'aller chercher le potentiel qu'on a chacun en soi. Aller chercher l'optimal, ils utilisent ce mot-là. Je suis optimal. Où est mon optimal? Où sont mes forces? Et c'est ça sur lequel on peut s'appuyer quand on vit une difficulté. Par exemple, si je veux prendre un de mes cas, quand dans la gestion de mon entreprise, il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles, des moments un peu plus de rush, où je me pose plein de questions et du coup, je peux être un peu perdue même. En me disant mais dans quel sens il faut aller, ça va à la fois vite et puis pas assez vite pour moi, et puisqu'une de mes forces je sais que c'est la créativité, mais en fait je m'arrête et puis je me dis Raphaël, maintenant tu fais appel à ta créativité et tu cherches grâce à ta créativité des solutions pour t'en sortir. Je sais aussi que l'authenticité est une de mes valeurs et une de mes forces, donc je vais aller chercher et puiser là-dedans parce que je sais que ça va pas me donner de mal puisque c'est en moi, puisque c'est ma richesse. Et du coup, c'est pareil, c'est ce que j'inviterai à tout le monde, c'est faites le bilan de vos forces. Quelles sont vos 5 forces? Aujourd'hui, Martin Seligman, le précurseur, enfin le fondateur de la psychologie positive, il en a identifié 24. Allez les chercher sur le net ou allez écouter les podcasts que j'ai fait là-dessus et allez puiser et chercher dans vos 5 forces. Et puis dans toutes les difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient petites ou grosses d'ailleurs, dites-vous que toutes ces forces que vous allez activer, elles ne vont pas vous demander d'efforts. Donc profitez-en, allez-y, profitons des joies et des richesses qui nous sont données et utilisons-le. C'est ce que je dis souvent, il m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent « Ah oui, mais alors toi qui travailles dans la prise de parole, tu dois l'entendre aussi. Ouais, mais je suis quelqu'un d'assez timide. » Mais ouais, mais c'est ok ça, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui est timide et qui veut se rendre extraverti, il va avoir des soucis. Parce qu'il va vouloir montrer une image de lui qui n'est pas la vraie image. Mais par contre, quelqu'un de timide et qui va prendre la parole, il va le prendre à sa manière, mais qui va être tout aussi pertinente. Et il sera pertinent parce qu'il est lui-même. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui est intéressant d'aller chercher. Eh bien, super. Super pour les extravertis ou les timides. Donc, on va oser parler, oser écouter. Et j'aimerais bien que tu nous parles. Alors, toi, ça serait quoi tes 5 forces? Donc, on a la créativité, l'authenticité. Je sais pas si c'est une force telle que définie par Martin Seligman. C'est quoi? Ouais, alors écoute, la créativité, ça c'est sûr. L'authenticité, le dynamisme, la combativité, courage. Ok. Tu as le droit d'en mettre 6 si tu voulais. Non. 5, c'est ces 5-là. Ouais, okay. Ces 5-là. Bah ouais, je trouve que j'aime bien tous les 5 que tu viens de nommer. Je me sens assez proche de ce 5-là aussi. Mais je résonne particulièrement avec la dernière, la notion de courage, qui, je trouve, manque beaucoup dans notre société. On parle toujours du courage politique qui n'est pas là, mais je pense que c'est aussi à l'image de notre société. C'est pas que les politiques. C'est au fond, la majorité des gens ont du courage, mais ou ne l'utilisent pas, ou n'ont pas compris comment le mettre en œuvre. Comment tu vois les choses ? Je dirais que avoir du courage, c'est faire taire ses peurs. On est de temps en temps dans un monde qui est quand même où en fait on nous martèle de peurs et de problèmes et on nous explique tout ce qui risque de ne pas marcher. Donc c'est un peu dommage. Moi j'aurais envie de renverser la vapeur. Enfin moi ça c'est ma motivation. C'est pour ça que 2 minutes de bonheur est là. C'est renverser la vapeur pour dire mais osons, allons-y, testons, essayons. Quoi qu'il arrive, pareil, c'est vraiment mon expérience nord-américaine. Tout est expérience, rien n'est échec. Et si je tente et que j'y arrive pas, en fait, c'est quoi les enjeux? J'y réfléchis, bien sûr. Mais quand j'ai lancé mon entreprise, pareil, les jours où je me dis, non mais Raphaël, c'est beaucoup trop lourd, là, je vais jamais y arriver. Puis je me retourne et je me dis, t'es parti d'une page blanche. Regarde, aujourd'hui, t'as créé 5 jeux, 100 000 jeux vendus, un podcast Bulle de Bonheur, on est à plus de 350 000 écoutes. Là, tu sors des coffrets pour travailler tous ces moments de vie un petit peu plus difficiles qui ont besoin de ces accompagnements, justement. Et là, ça démarre et les échos sont hyper positifs. Et puis tu t'amuses et là,
hop là. Et je réenclenche la machine. Et puis je me dis, mes peurs, elles sont là. La peur, elle a... Je trouve qu'elles sont très intéressantes parce qu'elles préviennent d'un danger. Maintenant, c'est aller évaluer le danger. J'aime beaucoup citer cet exemple. Si je me promène un jour en forêt avec des petits-enfants et que je vois au loin une petite branche que je vois au loin quelque chose par terre, il fait très chaud. Et mon cerveau, qui fonctionne comme ça, parce qu'on est programmé pour voir le négatif. Quoi qu'il arrive, on est comme les hommes de Cro-Magnon qui avaient besoin de survivre. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de survivre, mais notre cerveau fonctionne toujours de la même manière. Je vois quelque chose au loin, mon cerveau dit « Oh là, attention, danger, serpent ». Qu'est-ce que je fais ? Danger. Je protège les enfants, les enfants en me disant « Danger ». C'est bon. Heureusement que je les protège. C'est une bonne chose. Maintenant, je peux mettre effectivement soit faire demi-tour et partir en courant, soit rester sur place tétanisé, me friser, comme on dit en Amérique du Nord. Ou alors, je peux aussi aller regarder ce qui se passe. Alors, je peux partir effectivement au combat. Alors, est-ce forcément la bonne solution si jamais c'est un serpent ? Mais je peux m'assurer que ma crainte est exacte. Et puis, je peux me rendre compte qu'en fait, ce que j'ai aperçu au loin, c'est simplement une branche de bois. Et de ce fait-là, très souvent, je pense qu'on voit plus souvent des branches de bois que des vrais serpents. Et c'est de se dire, de temps en temps, nos peurs nous arrêtent et malencontreusement. J'ai un autre exemple auquel, pareil, je pense souvent. Vas-y. J'ai horreur d'aller chez le dentiste. Et puis un jour, j'avais une dent qui était creuse et j'avais tout le temps des aliments qui se mettaient dedans. C'était profondément désagréable, mais j'avais tellement peur d'aller chez le dentiste et qu'ils me disent il va falloir mettre une couronne et tout, que j'y allais pas, mais que ça m'ennuyait tout le temps, quoi. Vraiment 24 heures sur 24. Et puis vous savez, c'est les trucs... je parle aux auditeurs en fait. Ce sont les choses sur lesquelles on va procrastiner. C'est-à-dire que ça va être sur la liste de to-do pendant des mois et des mois et des mois. J'ai encore oublié de reprendre rendez-vous chez le dentiste. Oh non, zut, raté aujourd'hui. Non mais demain je le fais. Et puis on continue et puis on le fait pas. Puis un jour je me suis dit, allez, mais c'était au moins 6 ou 8 mois après. Je prends ce rendez-vous, je fais chez le dentiste qui me dit, ah ben oui madame, vous avez une petite carie. Zip, 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 un coup de fraise, bouché, terminé. Et là je me suis dit, Raphaël, plus jamais tu refais ça. Plus jamais tu vis dans l'inconfort pendant 8 mois. Avoir 2 fois par jour, dès que tu avais un repas, au moins 3 fois, parce que petit déjeuner, dîner, 3 fois par jour, être gêné par des aliments qui se cochent dans un petit trou de dent pour simplement une petite carie. Et là, je me dis, Raphaël, plus jamais. Et cet exemple-là, je m'en sers tout le temps. En me disant, voilà, et je reviens à l'exemple de ce bout de bois, allons regarder ce que c'est exactement. Si effectivement c'est un serpent, je pourrais prendre les dispositions nécessaires. Mais si c'est un bout de bois, je continue à avancer. Mais quoi qu'il arrive, jamais je fuis, plus jamais je fuis, plus jamais je reste frisé et je vais regarder ce qui se passe. Alors moi je dis que les peurs viennent en chapelet. Ah, ça c'est tellement vrai. Et que quand on a une, en fait tu sais plus à la fin laquelle est la bonne parce que tu en as tellement rajouté, ton esprit t'en rajoute. Et donc il suffit souvent de reprendre la première pour que tu règles la première et les autres s'en vont. Et heureusement tu n'as pas réglé les 27 ou les 35 qui se sont pointés. Ça c'est mon expérience. Après chacun sa manière de l'exprimer, mais je pense que la notion de courage est une notion qui mérite sa place dans cette émission quand on parle de traversée. Et voilà, et pour moi souvent c'est traversée, voilà. Et j'entends qu'il y a aussi terre. Okay. Bien sûr. Et puis surtout de le voir, moi qui suis au contact avec des gens qui vivent des traversées, qui vivent des moments difficiles, que ça soit par la maladie, que ça soit dans des relations qui sont douloureuses, parce que des relations douloureuses, ça fait profondément souffrir. C'est très douloureux, très très douloureux. Je suis toujours fascinée par les ressources qu'on peut chacun avoir. Et que souvent, on a des ressources qui sont insoupçonnées. Et que face à des situations qui, quand on est à l'extérieur, semblent impossibles et inextricables, combien, finalement, on peut puiser en soi des choses qui sont inattendues et qui nous permettent de pouvoir rebondir ou arriver à regarder les choses un peu autrement. Faire ce fameux changement de regard dont on parlait. Alors, on va arriver bientôt à la fin de l'émission. Et je voulais te demander si tu avais sans vouloir faire une conclusion, un résumé, juste, qu'est-ce que de quoi on n'a pas encore parlé que tu aimerais vraiment parler ?
Alors là, je crois qu'on pourrait passer la journée parce que j'ai envie de tellement partager de choses. Euh, ce que j'aime dire, alors mon concept 2 minutes de bonheur, j'ai envie que chacun vive chaque jour 2 minutes de bonheur. Voilà, ça c'est vraiment mon ambition. C'est un minimum. Mais c'est un minimum. D'accord, okay. Mais il y en a certains qui, de temps en temps, n'arrivent pas à regarder ces petits moments de bonheur. Et en fait, très souvent, on se dit que le bonheur, c'est quand mon boss m'aura donné un job plus intéressant, et quand il fera meilleur dehors, et quand mes enfants auront grandi, et quand mon mari fera ci, et quand, là je serai plus, quand j'aurai une belle voiture, et quand je m'offrirai ces belles chaussures, etc. Et puis en fait, à force de croire que le bonheur, en fait, c'est une lumière au bout d'un tunnel, on oublie de regarder toutes ces petites fleurs qui sont le long du chemin, et qu'en fait, on peut s'arrêter pour les cueillir. Et donc, quand je dis 2 minutes de bonheur pour prendre le temps d'être heureux, c'est ça. C'est prendre ces 2 minutes chaque jour pour s'arrêter et pour aller cueillir cette petite fleur. Et ça peut être des choses tellement simples. C'est le sourire de quelqu'un, de la caissière d'un supermarché. C'est un couple qu'on voit dans la rue qui se balade main dans la main. C'est un rayon de soleil dehors, c'est une belle architecture, une belle peinture, c'est un vêtement que je trouve chouette. Il y a tellement de choses. Une attention de quelqu'un, un SMS sympa. Toutes ces choses-là, en fait, c'est important d'aller les cueillir, d'aller les remplir pour remplir sa boîte à bonheur, en fait. Donc j'ai envie de dire à tous les auditeurs, mais remplissez vos boîtes à bonheur, elles n'attendent que ça. C'est une énorme boîte qui n'attend qu'une chose, c'est d'être remplie. Et puis ce qui est vachement chouette, c'est que quand on la remplit tous les jours où ça va moins bien, qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller repiocher un de ces petits bonheurs qu'on a mis dedans et puis en refaire une relecture qui va nous donner de l'énergie pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'être heureux, c'est profondément dynamisant et énergisant. Ah bien sûr, heureusement. Alors, moi, j'ai pas passé que 2 minutes de bonheur avec toi. J'ai écouté toute l'émission. Et donc, j'ai adoré prendre ce temps. Et moi, mon bonheur de la journée, tu vois, c'est de rencontrer des gens comme toi. Mon bonheur de la journée, c'est d'avoir des moments simples dans lesquels je peux humer. Le bonheur, on peut prendre ce temps. J'étais avec des chevaux là toute la semaine dernière et justement c'est ce qu'ils font quand ils viennent se coller à toi, ils viennent comme ça te sentir, te humer et on vient apprendre à fonctionner ensemble, on vient voir si on va pouvoir fonctionner ensemble. Et moi j'adore dans mon petit bonheur du lundi ou quand je reviens à mon bureau quand j'étais absent, je vais voir mes plantes. Dans chacune des pièces il y a des plantes et puis je vais les arroser. Et je leur parle, voilà, c'est mon moment de bonheur. Non, mais c'est génial. Attends. Je suis désolée. Ce que je trouve merveilleux avec les plantes, quelque chose que je dis souvent, c'est qu'une plante, on ne peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Et en fait, le bonheur, c'est quelque chose de simple. Et regarder une plante pousser, c'est comme regarder un enfant grandir, c'est comme regarder une relation qui se tisse. Ça prend du temps, ça se fait petit à petit, mais c'est profondément magnifique. Alors sur ces mots superbes, nous allons clore l'émission. Alors, je vous remercie tous de nous avoir écoutés et puis on va se retrouver la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas quand vous l'écouterez. Eh bien je ferai un topo sur cette émission absolument extraordinaire que nous avons eu la chance d'avoir avec Raphaël. À très bientôt, salut. Merci en tous les cas Hervé de m'avoir invité, quelle joie ce partage et moi aussi j'ai vécu quelques minutes de bonheur. Merci, à très bientôt, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin,
exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.